Bonjour Nicolas Bay. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Député européen, membre du Rassemblement national. Nicolas Bay, on prend cet après-midi le discours d'Édouard Philippe, la présentation du plan de déconfinement. Qu'est-ce qu'il doit dire, le Premier ministre, pour que le Rassemblement national vote ce plan? Je crois d'abord que les Français, dans leur ensemble, attendent évidemment avec impatience ce déconfinement parce que les conséquences économiques sont très lourdes, les conséquences sociales sont très lourdes, mais la question c'est de savoir est-ce qu'on peut avoir un déconfinement qui se passe dans de bonnes conditions. Et jusqu'à présent, les prises de parole, qu'elles soient du président de la République ou du Premier ministre, eh bien on laissait les Français sur leur faim parce qu'il y avait un certain flou sur tous les vrais sujets. Le gouvernement a manqué de précision, a multiplié les déclarations, parfois contradictoires entre les ministres. Je pense à la question des médicaments, je pense à la question des masques, je pense à la question des tests. Donc la question n'est pas tant de savoir quand est-ce qu'on déconfine, c'est si on peut déconfiner dans de bonnes conditions. C'est bien d'avoir posé une date, celle du 11 mai. Moi, je note qu'il y a des pays pas loin d'ici, l'Autriche par exemple, qui ont déconfiné beaucoup plus tôt, qui sont déjà en déconfinement depuis 15 jours, parce qu'ils ont été capables de contrôler leurs frontières quand nous, on avait le président de la République qui nous expliquait que ça servait à rien parce que les virus n'avaient pas de passeport, qui ont été capables de produire des tests en quantité suffisante pour pouvoir tester la population, qui ont été capables de produire des masques en quantité suffisante de sorte qu'on puisse les acheter dans les supermarchés alors que nous, on peut même pas les acheter en pharmacie. Donc, c'est sur ces points précis que le gouvernement doit s'expliquer, doit donner des informations précises, des dates précises sur les approvisionnements et pour s'assurer que les Français seront réellement protégés dans ce cadre de ce déconfinement. Moi, je ne veux pas signer un blanc-seing à ce gouvernement et donc les députés du Rassemblement national n'ont pas l'intention au nom d'une prétendue union nationale, d'accepter tout et n'importe quoi avec un gouvernement dont on a le sentiment qu'il patauge quand même fortement sur un certain nombre de sujets fondamentaux depuis le début de cette crise sanitaire. Mais quelle sera la position des députés du Rassemblement national? Elle est déjà fixée ou vous attendez réellement de savoir ce que va dire Édouard Philippe? On attend bien sûr de savoir ce qu'il va dire. On va l'écouter avec attention, mais il va falloir qu'il apporte des réponses extrêmement précises sur tous les sujets que je viens d'évoquer, sur des sujets où les Français attendent des informations précises et où il ne peut y avoir de déconfinement dans de bonnes conditions et avec un risque sanitaire limité de nouvelles propagations du virus que si on est capable de protéger la population française. C'est de ça dont il s'agit. C'est pas Donc, clairement, que les choses soient clairement, si claires. Édouard Philippe vous apporte les bonnes réponses, vous pourriez voter le plan de déconfinement. Écoutez, si le plan nous semblait raisonnable, réaliste, pragmatique, qu'on a le sentiment que le gouvernement a pris toutes les dispositions nécessaires, nous serions prêts à le voter. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas le cas aujourd'hui. Il a été défaillant en termes d'anticipation, ce gouvernement, mais maintenant, ça fait des semaines et des semaines que les sujets récurrents des masques et des tests perdurent parce que le gouvernement est incapable d'apporter une réponse claire. Aujourd'hui, en termes de tests, par exemple, on en fait moins de 100 000 par semaine, alors que l'Allemagne, depuis déjà 3 semaines, est à plus de 500 000 par semaine. Donc on voit bien qu'il y a une défaillance très forte et le gouvernement nous dit en permanence qu'ils essayent de rattraper leur retard, mais en réalité, ils ne rattrapent rien du tout et on est en situation finalement de vulnérabilité et de dépendance, y compris à l'égard de la Chine, ce qui est un peu humiliant. C'est de la Chine que nous vient ce virus. Et aujourd'hui, on en est à attendre que des avions russes nous transportent des masques venant de Chine pour pouvoir non pas protéger la population dans son ensemble, mais simplement les soignants. Donc la question est de savoir quand est-ce qu'on aura des masques pour ceux qui prennent les transports, quand est-ce qu'on aura des masques pour ceux qui travaillent, et en réalité, si on applique les préconisations de l'Académie de médecine, il faudrait fournir des masques à tous les Français pour leur permettre de se déconfiner dans de bonnes conditions, c'est-à-dire de pouvoir circuler, aller en ville, aller travailler. Aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. On est très très loin de cette situation. Est-ce que ça veut dire qu'à l'heure actuelle, selon vous, la France n'est pas prête à commencer un déconfinement le 11 mai? Est-ce qu'il faudrait reporter ce début de déconfinement? Encore une fois, le confinement actuel a des conséquences dramatiques et elles sont nombreuses. À commencer peut-être par l'impact économique qui est très lourd avec beaucoup de commerçants qui vont mettre la clé sous la porte ou risquent de mettre la clé sous la porte, beaucoup de Français qui se retrouvent au chômage, il y en a des centaines de milliers déjà rien que sur le mois d'avril. Donc évidemment, il faut déconfiner le plus tôt possible, mais il faut que le gouvernement apporte des réponses pour que le déconfinement ait lieu dans des conditions sanitaires qui soient acceptables. Le but, c'est évidemment d'éviter qu'il y ait de nouvelles contaminations importantes, une nouvelle propagation du virus, et donc il faut s'en donner les moyens. Et on a le sentiment que le gouvernement parle beaucoup, mais agit insuffisamment. On a le sentiment que les sociétés privées parviennent à se fournir des masques, que les collectivités locales, je pense aux régions, parviennent à se fournir en quantité importante à approvisionner des masques, et le gouvernement, c'est à l'État, lui, semble en être incapable. Justement, puisque vous parlez de cette question des masques, la France insoumise a déposé ce matin une proposition de loi qui vise à instaurer la gratuité des masques. Est-ce que vous soutiendrez cette proposition de loi?
Oui, je pense que la gratuité, elle est normale, elle est naturelle, elle est logique. Surtout si on impose à tous les Français de porter un masque, eh bien, je pense que la contrepartie naturelle, c'est de le leur fournir gratuitement. Mais encore une fois, la question aujourd'hui, elle n'est pas là. La question est de savoir si on est en capacité de fournir des masques à tous les Français. Parce que depuis le début, le gouvernement fonctionne toujours de la même manière. Il nous dit, ça sert à rien de tester tout le monde. Il le dit uniquement parce qu'il est incapable de produire des tests. Ensuite, ils nous disent, ça sert à rien que tout le monde porte des masques. Pendant des semaines, ils nous ont dit ça. Alors que, uniquement parce qu'ils sont incapables de fournir les masques en quantité suffisante. Et tout est à l'avenant. Donc, qu'il apporte enfin des réponses sur ces points précis, c'est ce que les Français attendent depuis maintenant de très nombreuses semaines. Les Français ont respecté très scrupuleusement ce confinement. Il y a évidemment dans certains quartiers des gens qui respectent jamais les lois, qui se sont affranchis de ces règles de confinement, mais pour l'immense majorité, les Français ont respecté les règles, ont été extrêmement disciplinés. Maintenant, ça les a placés pour beaucoup dans des situations très difficiles. Donc il faut que le gouvernement assume ses responsabilités et qu'on voit que ce confinement a été utile, parce qu'il n'y aurait rien de plus désastreux que le confinement et finalement n'ait pas été utile parce qu'on n'est pas, à l'issue du confinement, en capacité de sécuriser réellement la population française sur le plan sanitaire. L'autre question qui se pose, c'est la question des écoles. On est sur une réouverture progressive de ces écoles à partir du 11 mai et sur la base du volontariat. Est-ce que pour vous, c'est la bonne méthode? Je crois qu'il y a une certaine incohérence dans la position gouvernementale parce qu'on ne peut pas dire à la fois il faut en priorité réouvrir les écoles dès le 11 mai, échelonné sur 2 semaines, et dans le même temps dire c'est sur la base du volontariat. Parce que les deux choses l'une, ou bien c'est une priorité absolue de réouvrir les écoles, et à ce moment-là, il faut que tous les enfants y aillent, ou alors c'est pas une priorité, et à ce moment-là, il n'y a aucune raison de commencer par cela. En réalité, si on peut, dans de bonnes conditions, réouvrir les écoles, c'est souhaitable, mais je dirais que la priorité, c'est la reprise de l'activité économique, c'est pas la reprise des activités scolaires. Les enfants, ils vont avoir un mois ou à peine plus d'un mois d'école. Si réellement les conditions sanitaires sont réunies, on a le sentiment là encore qu'il y a un très grand flou. Moi, je me réfère à ce que disent les collectivités locales, à ce que disent les directeurs d'établissement. Pour l'instant, ils n'ont aucune information, aucune consigne claire, et sans doute vont-ils les avoir les tout derniers jours avant le 11 mai, c'est-à-dire avant la date théorique de cette rentrée scolaire. Donc là aussi, c'est le cafouillage total. Là aussi, on a un gouvernement qui finalement fait des annonces, ou un président de la République qui fait des annonces, la date du 11 mai, mais ensuite, la logistique ne suit pas. Le gouvernement ne suit pas, les approvisionnements ne suivent pas, donc ça pose un vrai problème. Sur la question des cafés et des restaurants, c'est aussi l'autre question. Est-ce que pour vous, il faut les ouvrir plus tôt, à partir de mi-mai, en fonction des zones? Je pense que le secteur de la restauration est sans doute celui qui a été le plus durement touché et il est touché de manière un peu irréversible. En réalité, la perte de chiffre d'affaires sur plusieurs semaines, elle a un caractère définitif parce qu'ils ne pourront pas la compenser plus tard. Ils auront peut-être un chiffre d'affaires qui va reprendre, je le souhaite, mais ils ne pourront pas compenser la perte. Donc, il faudrait d'abord aller beaucoup plus loin dans les aides économiques qui ont été annoncées par le gouvernement. Il ne suffit pas de reporter les cotisations sociales ou les charges fiscales pour régler le problème. Il faut annuler un certain nombre de charges sociales et fiscales sur les petites structures, sur les petites entreprises et notamment sur ces commerçants, sur ces, ou sur ces restaurants ou ces bars. Ensuite, la question de la date à laquelle on peut réouvrir, là encore, ça va dépendre évidemment de la capacité du gouvernement à apporter les sécurités sanitaires nécessaires. Si on est en capacité de fournir, là encore, des moyens, gel hydroalcoolique, masques, etc., tests à la population française, eh bien peut-être pourrons-nous réouvrir ces restaurants ou ces bars prochainement. Mais là encore, on n'a aucune réponse. Cet après-midi, il sera également question à l'Assemblée nationale du traçage numérique. Quelle est la position du Rassemblement national sur ce sujet? D'abord, je note qu'il y a une vraie controverse scientifique. Il y en a beaucoup qui disent que c'est relativement inutile et que ce ne sera pas efficace pour, pour limiter la propagation du virus. Donc moi, je ne suis pas un spécialiste de ce sujet. Je laisse les scientifiques, les médecins, les spécialistes de ces questions parler. Mais je note qu'il n'y a pas du tout un consensus de la communauté scientifique sur cette question. Ensuite, on voit bien que c'est un instrument numérique qui porterait très gravement atteinte à nos libertés fondamentales, aux libertés individuelles. Je sais que ces mécanismes, ces applications ont été mis en œuvre
notamment dans les pays asiatiques, où ils n'ont pas tout à fait la même conception, il faut bien le dire, des libertés individuelles. Il y a une différence de culture et de fonctionnement démocratique. Et donc, le fait de vouloir dupliquer en France ce modèle-là me paraît en soi assez contestable. Il ne faudrait pas non plus que si on mettait en œuvre cette application, qui doit avoir un caractère très temporaire, ça ouvre la voie d'une manière plus générale à un contrôle possible des libertés individuelles dans la durée, d'une manière plus large, pas seulement sur la question du coronavirus. Donc ça me semble être une pente très dangereuse, et de surcroît, je ne suis pas sûr que ça ait une vraie efficacité sur le plan médical. L'État qui va mettre 7 milliards d'euros pour sauver Air France, est-ce que vous dites c'est normal de mettre autant d'argent pour sauver un fleuron national ou est-ce que vous demandez des contreparties à Air France? Les deux, il faut à la fois bien sûr sauver nos grandes entreprises, a fortiori les grandes entreprises dans les secteurs stratégiques, et évidemment c'est le cas de cette très grande compagnie aérienne nationale, mais la contrepartie, ça doit être évidemment une politique qui soit au service de la France et des Français. Une politique C'est-à-dire? d'emploi qui soit au service de la France et des Français, une politique de service public aérien qui soit au service de la France et des Français, c'est-à-dire que il faut que la contrepartie nécessaire, c'est que l'État ait la capacité à donner des indications ou des orientations dans les choix commerciaux de la compagnie dans le futur. Il ne faut pas que Air France empoche cet argent et puis simplement ensuite poursuive ses activités en tenant compte essentiellement des exigences de ses actionnaires. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Quelles orientations vous Par attendez? exemple, que le service public aérien soit assuré de manière systématique avec nos territoires d'outre-mer, y compris en essayant de désenclaver certains secteurs ruraux en France qui sont très mal desservis par le ferroviaire et où l'aérien peut compenser. Voilà, je pense à un certain nombre de choses on ne peut pas verser 7 milliards qui est de l'argent public, c'est-à-dire l'argent qui sort de la poche du contribuable français ou qui constitue une dette pour la communauté nationale pour demain et ne pas avoir en contrepartie un État qui intervient réellement, concrètement sur les orientations qui sont prises ensuite par la compagnie. Et ça veut dire qu'il aurait fallu aller plus loin, aller vers une nationalisation? Non, je ne dis pas cela. On peut aussi envisager des nationalisations temporaires quand les situations sont très critiques. Ça a été le cas pour Alstom il y a quelques années. Mais je pense que si ce soutien financier de l'État est suffisant, tant mieux. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, parce que la France était déjà dans une situation très critique avant la crise sanitaire, eh bien, elle va être dans une situation dramatique après. On sait qu'on va être à 115 ou 120% de dette du PIB, c'est parce on avait déjà, avec Emmanuel Macron, franchi la barre des 100% du PIB, c'est-à-dire environ 2300 milliards d'euros de dette. Et donc on voit bien que des pays qui ont été plus raisonnables, qui avaient des déficits publics moins importants, une dette publique moins importante, un chômage beaucoup plus raisonnable, eh bien seront en capacité de surmonter la crise sanitaire dans de bien meilleures conditions. La France risque de plonger parce qu'on était déjà dans une situation très critique et que la politique menée par Emmanuel Macron n'avait pas du tout apporté des résultats satisfaisants sur le plan économique au bout de 2 ans et demi. Justement, on va parler de ce que peut faire Emmanuel Macron au niveau européen. Vous êtes député européen, Nicolas Bell, les Européens qui ont du mal à se mettre d'accord sur une réponse financière commune à la crise. Emmanuel Macron pousse pour des transferts budgétaires vers les régions et les secteurs les plus touchés. Est-ce que vous soutenez sa démarche? Il faut d'abord ne pas oublier qu'il n'y a pas d'argent de l'Union européenne. L'argent de l'Union européenne, c'est en réalité l'argent qui vient des pays contributeurs nets, dont la France, qui en fait, chaque année, versent beaucoup plus qu'ils ne reçoivent. La France verse à peu près le double de ce qu'elle reçoit chaque année. Voilà. Et il y a un certain nombre d'autres pays européens qui sont dans ce cas-là. Donc quand l'Union européenne nous annonce un plan important en apparence, 540 milliards d'euros au service de l'économie des différents pays, eh bien, d'abord, rapporté à l'échelle continentale, c'est un chiffre peut-être spectaculaire, mais en réalité, c'est un droit de tirage de chaque pays à hauteur de 2% de son PIB. Quand on sait qu'on va perdre au minimum 8 ou 9 points de PIB cette année, on voit bien que c'est un montant finalement qui n'est pas considérable. Et puis la vraie question qui est derrière, c'est de savoir quelle est la plus-value à ce que ces mécanismes soient organisés à l'échelle européenne. On voit bien qu'on serait plus efficace en l'organisant à l'échelle nationale et en décidant nous-mêmes quels sont les secteurs qui ont besoin des aides financières. Le fait que ça transite par l'échelon européen, par la BCE qui fait de la création monétaire, c'est finalement
pas un système qui est performant. Donc on voit bien qu'on est un peu pieds et poings liés dans ce dispositif européen qui ne sert pas du tout nos intérêts. Ce qu'il faut, l'urgence absolue, c'est que l'argent soit utilisé au service des entreprises qui risquent, qui sont menacées de faillite. Et il y en a beaucoup, notamment dans les petites structures. Donc l'attention de la puissance publique doit se porter sur les commerçants, sur les TPE et les PME. Évidemment, quand des grands groupes, on parlait d'Air France tout à l'heure, sont en situation difficile, il faut aussi que la puissance publique soit présente. Mais ça va nous obliger dans le futur à repenser totalement notre modèle économique. Est-ce qu'on doit continuer à être vulnérable, à être dépendant de la Chine, y compris pour des masques en papier? Est-ce qu'on doit continuer à être dépendant de la Chine pour des respirateurs ou des besoins industriels de base? Évidemment non. Et donc, si on veut réindustrialiser la France, si on veut retrouver une souveraineté, puisque même le président de la République s'est rallié à cette idée, très tardivement, mais il s'est rallié, eh bien ça oblige à sortir du modèle de libre-échange mondial, à sortir de la logique mondialiste dont Emmanuel Macron, il faut bien le dire, un peu la caricature et l'incarnation. C'est-à-dire sortir du schéma qui consiste à fabriquer à l'autre bout du monde pour diminuer les coûts de production. Il faut donc mettre en place des protections douanières, et c'est-à-dire en finir avec le modèle mondialiste qui a fait des ravages et qui nous a placés en situation de vulnérabilité sur le plan économique. Une question sur la mutualisation des dettes, puisque c'est aussi une question qui se pose au niveau européen. Est-ce que vous êtes favorable à cette mutualisation des dettes au niveau de l'Union européenne? Non, nous ne sommes évidemment pas favorables parce que ce serait un pas de plus vers le fédéralisme européen. On voit bien aujourd'hui que certains essayent de pousser en toutes circonstances, y compris dans les circonstances dramatiques de crise sanitaire, l'idée d'aller toujours plus loin dans l'intégration européenne. Donc on veut augmenter le budget de l'Union européenne, ce qui n'a aucun sens. Le départ des Britanniques il y a quelques semaines doit nous conduire à diminuer globalement le budget de l'Union européenne. L'Union européenne doit se reconcentrer sur des missions de coopération entre les nations, de coordination, où elle a été défaillante. Je rappelle quand même que sur la crise sanitaire, l'Union européenne disposait de tous les éléments d'information, des recommandations du Centre européen de prévention. Elle n'en a tenu aucun compte. De manière dogmatique, elle a dissuadé les pays de protéger leurs frontières, alors que les pays comme l'Autriche qui l'ont fait se sont le mieux protégés ensuite. Elle a ensuite été incapable de coordonner l'action des États membres et aujourd'hui elle essaye de se racheter en quelque sorte en essayant d'organiser un grand plan de soutien à l'économie en faisant tourner la planche à billets, c'est en faisant de la création monétaire. Mais en réalité l'Union européenne s'est révélée totalement défaillante dans cette crise sanitaire alors qu'on nous avait toujours dit depuis des années qu'en cas de crise majeure, que ce soit sanitaire ou autre, eh bien l'échelon européen était le seul échelon efficace. Et on s'est aperçu que les pays défendent leurs intérêts dans des situations très difficiles et que l'Union européenne, les institutions européennes ont été défaillantes. Donc ça doit nous obliger à repenser totalement le modèle, changer les orientations politiques, changer le fonctionnement de l'Union européenne et en finir avec la logique de la fuite en avant fédéraliste. Merci beaucoup. Merci Nicolas Bell d'avoir été avec nous.